Bonjour à vous tous et toutes à la maison. Aujourd'hui, une émission où l'accent sera mis sur Cuba. En effet, Micheline nous parlera d'une œuvre de Jacques Langto sur cette île et elle en discutera avec notre invité de la semaine, M. Michel Lavergne. Par la suite, Monique et moi, nous vous parlerons de nos lectures, nos coups de cœur de cette semaine. Alors, je cède maintenant la parole à Micheline et M. Lavergne. Michel, tu as commencé ta carrière au Cégep de Victoriaville et tu l'as terminée comme professionnel au ministère des Communications à Québec. Depuis que tu es retraité, tu es très engagé en solidarité internationale, tu as fait de nombreux séjours dans différents pays, tu as fait de l'intervention bénévole dans ces pays-là et particulièrement à Cuba. Tu reviens tout juste de Cuba. Dans quel but es-tu allé à Cuba? Bon, pour ce qui est de ma dernière intervention à Cuba, c'était lors d'une représentation d'une brigade de Québec. Habituellement, on l'appelle la brigade Madeleine Parent à cause d'une dame qui a été très impliquée dans le développement et la participation des femmes à la vie publique, à la vie syndicale. Et là, nous avons participé avec 72 pays différents à une rencontre qui s'appelait Foro Anti-Impérialista, un forum anti-impérialiste, pour regarder la condition des pays sur la planète actuelle. Alors, il y a eu le Québec a fait son intervention, comme d'autres délégations. Et nous étions peut-être 1500 personnes de différents pays. Et nous avons échangé sur la condition du monde actuel. Alors, durant l'été, toi et moi, on a lu le même volume, un volume de Jacques Langto, qui est un ex-activiste québécois, qui a vécu un bout de temps à Cuba, qui est revenu ensuite au Québec, qui a travaillé un bout de temps comme éditeur, qui est maintenant rédacteur, chroniqueur, qu'on peut lire entre autres dans le Journal de Montréal, et qui a écrit Don Giuliano, qui est paru en 2019. Je vais résumer rapidement ce volume-là. On sait que l'histoire se passe à Cuba au début des années 60. Alors, les combats sanglants dans les montagnes sont terminés et là, Castro veut vraiment que son peuple retrouve toute sa dignité. Alors, il entreprend de grands changements pour changer les conditions de vie de son peuple. Les communautés religieuses qui étaient vues comme des alliés du capitalisme sont obligées de quitter l'île. Toutes les grandes cultures de tabac, de canne à sucre sont nationalisées. Tous les biens, les casinos, les restaurants, etc., qui appartenaient à la mafia sont saisis. Puis évidemment, ça ne fait pas l'affaire de ces gens-là. Alors, eux, ils veulent reprendre leurs biens. Alors, il y a des parrains de différentes mafias de la Sicile, de Chicago, de Marseille, de Montréal, qui unissent leurs forces pour reprendre leurs droits. Ils établissent une stratégie pour assassiner, vous devinez qui, Castro. Alors, il y en a un qui s'appelle Lino Mandolini, qui est un Italien qui vit à Marseille, qui parle espagnol. C'est un tueur à gages d'expérience et est engagé pour aller tuer Castro. Il arrive à Cuba, il se fait passer pour un bénévole canadien allant aider le padre Don Giuliano. Ce Don Giuliano-là, c'est un prêtre canadien du nom de Julien Casavant qui a combattu aux côtés de Castro et du Che Guevara, l'armée de Batista. Ce prêtre, vraiment, c'est un adepte de la théologie de la libération. Alors, c'est de là son nom, Don Giuliano. Maintenant, il se consacre à des œuvres caritatives, mais aussi c'est que ce Don Giuliano-là aide à déjouer la tentative d'assassinat contre Castro, parce qu'on sait bien que Castro a survécu à de nombreuses autres tentatives d'assassinat. Les relations s'embrouillent entre Castro, qui est soutenu par Che Guevara, et le prêtre, qui lui veut sauver Lino de la peine de mort parce qu'il dit qu'il y a eu assez de morts. Alors, le prêtre et Lino sont exilés en Bolivie, là, parce que le Che et Castro voulaient étendre la même chose en Bolivie qui s'était passée à Cuba.
Là, il y a d'autres histoires qui se passent, une histoire d'amour, entre autres, entre Lino et son amoureuse. Finalement, on les retrouve à Montréal et l'histoire continue ou recommence. Alors, Jacques Lanctot dit que l'histoire est basée sur des faits réels. Quand Jacques Lanctot parle des faits réels, Oui. pour ce qui est de la Révolution, c'est exact. Mais pour ce qui est de la partie qui décrit finement le prêtre dans ses activités, Oui. puis tout ça, là, ça commence la romance. OK. OK. Parce que c'est vrai qu'il y a eu au-dessus de 600 tentatives d'assassinat de Castro, principalement dirigées par la CIA. Mais lui, c'est un fait. Alors, je trouve ça habile de se servir de ces faits-là pour partir une histoire intéressante. Maintenant, il faut faire attention. En quel sens? Il faut faire attention parce que la réalité des faits, c'est pas nécessairement ce qui dessert le mieux un roman. Il faut parfois y mettre un peu de chair autour pour rendre ça plus attrayant. Par contre, sur la texture de fond, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que les personnages eux-mêmes tous les faits sont là. C'est pas vrai, là. Maintenant, ce prêtre-là, là, du nom de Jacques Casavant, qui serait devenu Don Giuliano, là, est-ce que ce prêtre-là a réellement existé ou bien c'est comme des inventions? Là? Autrement dit, est-ce qu'il y a aussi des prêtres qui ont joint les compagnons de Castro et Duce là, pour lutter justement dans la Sierra? Là? OK. Dans la Sierra Maestra, Oui. moi, je suis allé là. J'ai tout fait le trajet de Che Guevara. Oui. Du premier jour qu'il est débarqué sur l'île jusqu'au dernier jour où il est parti. Ensuite, j'ai fait un film avec sa fille pour qu'elle me raconte ce qui est arrivé. Quelqu'un qui l'a vécu. Moi, je ne crois pas qu'il existe, ce prêtre-là. Il y a eu d'autres Québécois, il y a eu d'autres qui ont joué un rôle très important. Le Québec, de par des personnages québécois, ont joué un rôle très important à Cuba. Et un de ces Québécois-là est un grand héros, et c'est le seul qui est enterré dans l'hôtel de ville centrale de la Havane, dans le palais. Il y a un seul personnage, c'est un Québécois, qui a sauvé Cuba, d'ailleurs. Ah oui. Oui, de l'invasion anglaise. Alors, quand on va dans la Sierra Maestra, j'ai rencontré les principaux personnages qui ont travaillé avec la colonne 8, la colonna 8 de Che Guevara. Et je n'ai jamais vu de prêtre qui était là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des prêtres dans l'environnement. C'est ça, parce qu'il y avait quand même des prêtres qui étaient vraiment là, convaincus de ce qu'on appelle la théologie de la libération aussi, puis qui voulaient lutter à côté du peuple là, pour aider le peuple à se libérer. Là, aussi, oui, ça, j'en ai connu, puis j'ai connu le contraire. Aussi. Mais par contre, ce qui est arrivé, puis pour continuer un peu l'histoire, pour dire que s'il y a un fond de vérité, un jour, j'étais avec les représentants de toutes les églises, les différentes églises de Cuba, parce qu'il y a juste plusieurs dénominations religieuses, parce que la Constitution donne complètement liberté religieuse. Puis ils sont venus remercier Fidel Castro et ses amis pour avoir signé un traité 25 ans auparavant. Parce que Fidel Castro a dit, écoutez, moi je veux pas moi qui va mener l'Église. Occupez-vous de vos affaires. Mais c'est pas l'Église qui va mener le gouvernement. OK? Chacun son métier. Alors, qu'il y ait des personnages comme ça qui servent à la romance, parce que ça fait une démonstration aussi un peu bien arrangée, c'est bien structuré de comprendre une certaine forme de réalité. Par contre, il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'il y a autre chose aussi. Est-ce que Jacques Lanctot, lui, dit que c'est la réalité, la vérité dans son volume? Actuellement, là, on se parle un peu moins, lui, pour des raisons politiques. D'accord. Parce que c'est un bon monsieur, que je le rencontre à l'occasion à La Havane, parce qu'il vit aussi là. Avec l'autre jour, la dernière fois, je l'ai rencontré avec son fils. Par contre, j'étais mal accompagné, selon lui. Bon, en tout cas. Mais c'est parce que c'est un... Je crois que c'est quelqu'un qui a à cœur le développement des peuples, des fois de façon malhabile, parce qu'il l'a reconnu un peu lui-même, mais ça reste quelqu'un d'important
Puis il veut témoigner de ça à travers des œuvres que lui est capable d'écrire. Il a cette capacité-là. Par contre, il faut accepter aussi. Puis des fois, moi aussi, j'ai entendu toutes sortes de choses, puis certaines qui sont peut-être un peu romancées, là, hein, parce que ça, sur chaque bord, quelqu'un... L'art, c'est d'embellir la réalité. D'accord. Alors, lui aussi, il fait ça. Maintenant, on sait que Don Giuliano, dans le volume, aurait participé à des combats sanglants là, durant la Révolution. Maintenant, et ce Don Giuliano-là veut se racheter. Il ne veut plus qu'il y ait de tuerie. Et puis, c'est pour ça qu'il se lance dans des œuvres vraiment caritatives. Puis, il veut sauver Lino à tout prix. Là. Alors, donc, il y a le thème de la rédemption qui est dans ce volume-là aussi. Là, se racheter de fautes qu'on aurait commises. Jacques Langto, dans une entrevue qu'il a donnée à un journaliste du Journal de Montréal en juin 2019, Jacques Langto dit « L'homme mauvais n'est pas essentiellement mauvais. Même le criminel le plus endurci peut se mettre à pleurer devant toi et ouvrir son cœur. J'ai appris ça en prison. » Alors, est-ce que Jacques Langto, est-ce qu'il est en train aussi de vouloir se racheter, là, parce qu'on sait qu'il a contribué dans le temps, en 70, là, à l'enlèvement du diplomate James Cross, là, et que Jacques Langto, par la suite, a eu avec d'autres un sauve-conduit pour Cuba, là, qui est revenu, il a fait de la prison ici, en est sorti, maintenant... Alors, ce point-là me semble intéressant. Moi, je connais un peu Jacques, puis je connais que c'est un bon cœur. Tu sais, c'est pas un imbécile. Et puis, quand on fait un peu la psychanalyse d'un écrit, d'un poème, n'importe quel livre d'ailleurs, vous allez trouver là-dedans qu'il y a quelque chose qui vient de soi-même. On ne peut pas se désincarner complètement dans l'écriture. Puis probablement que vous avez raison. Il y a quelque chose qui fait qu'on veut toujours se sauver, puis sauver le monde en même temps. Eh bien oui. Donc, il y aurait un petit peu comme une forme de projection de sa part. Là. Oui. Alors, quand tu le verras, demande-lui si tu peux. Oui, je vais y écrire. Et dis-nous la réponse. Et parce que j'ai connu d'autres personnages aussi comme ça, qui ont vécu, parce que même Che Guevara s'est posé des questions. Ah oui. Puis on n'a pas eu les réponses. Et ça, c'est vrai qu'il voulait vraiment étendre la révolution en Bolivie et dans les autres pays, là? Ça, madame, il faudra faire des entrevues un peu plus approfondies sur une réalité des Amériques. Parce que nous, on participe régulièrement à des rencontres qu'on appelle des Amériques, les Amériques latines, ceux qui parlent des langues latines. Et il arrive régulièrement que ce que l'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup des pays d'Amérique qui veulent se sortir de la misère. Ça, je vous ferai pas. Moi, j'ai été en Haïti, j'ai été au Pérou, j'ai été un peu partout. Quand Che Guevara, il a écrit un livre, El Diario del Che, qui est part d'Amérique du Sud, qui est monté, il a pris conscience de toute la misère des Amériques. Il y a un livre qui s'est écrit, Les veines ouvertes de l'Amérique. L'impérialisme veut saigner la plupart des pays d'Amérique. Ça, madame, je l'ai vu. Le monde abandonné, le monde qui n'a rien. Alors, c'est touchant. Alors, Che Guevara était sensible à ça. Puis il l'a toujours été. Alors, ça peut se refléter aussi dans un livre comme celui de Jacques Langto. Alors, maintenant, ce volume-là, là, en quoi ça pourrait être intéressant pour les gens d'ici de le lire? Les gens qui prévoient un séjour à Cuba ou simplement pour se renseigner davantage sur Cuba? Évidemment, ce n'est pas l'histoire de Cuba, là, on s'entend. C'est une page d'histoire. Bon. C'est un départ qui sert à autre chose, à parler de la Bolivie, de la révolution bolivienne, parce que la partie la plus intéressante, c'est pas quand un coup ils sont partis de Cuba, c'est le guet après. Il y a un bout un peu plate, là, où ils arrêtent au Pérou, là. Ils n'ont pas d'affaires là, d'ailleurs. Ça ne sert pas le roman. Mais à la fin, c'est là que se passe la matière du livre. C'est là qu'on voit
comment les gens s'entraident, les gens veulent aider la population, veulent aider les soignés, les médecins qui sont là veulent soigner. Ça, c'est une réalité qui vient de Che Guevara, entre autres. Donc, pour nous rappeler une page d'histoire... Des Amériques. Des Amériques, pour rappeler aux jeunes cette page d'histoire-là aussi, c'est un volume à lire? Oui, je pense que d'abord, c'est agréable à lire, c'est quand même assez bien écrit. Je ne dis pas que c'est parfait, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a une bonne main d'écriture. Pour ce qui est de la qualité romanesque, c'est correct. Point. OK. Bien, merci beaucoup, Michel. Oui. À ton tour, Mané. Oui, bon. Alors, moi, je parle de... C'est un coup de cœur. Oh! Un vrai, là. Un vrai de vrai. On est censé présenter nos coups de cœur à chaque semaine ici, mais celui-là, là, puis regardez, je dois être assez bon juge parce que je ne suis pas toute seule, ça a été le coup de cœur des libraires. Hein? Alors, c'est le livre, ça s'intitule « Nos gloires secrètes » de Tonino Benakista. Jamais, normalement, j'aurais dû lire ce livre-là parce que c'est un recueil de nouvelles. Et moi, les nouvelles, non, c'est comme les biographies, c'est pas ma tasse de thé. Mais je l'ai attrapé tout à fait par hasard, puis je dis, bon, j'ai aimé ça. Oui. J'ai aimé ça, vous n'avez pas idée. Bon, il y a 6 nouvelles dans le roman et elles ont toutes un dénominateur commun. Okay? Le personnage principal dans la nouvelle a une part d'ombre, une vie intérieure qui est, comme on dit en 4e de couverture, qui est bien plus exaltante que leur vie quotidienne. Alors, je dis, ben pourquoi pas, on va essayer ça. Dans la première nouvelle, qui est la plus longue, le meurtre dans la rue des Cascades, ça commence, c'est un homme qui perd sa femme. Sa femme meurt au tout début de la nouvelle. Et elle lui demande de se réconcilier avec son fils. Donc, une chose tout à fait, banale, là, si vous voulez. Et là, tout à coup, on découvre que lui, il a tué quelqu'un quand il était jeune. Et jamais sa femme a soupçonné ça. Donc, c'est sa part d'ombre, c'est tout. Et tout le travail qu'il fait pour que ça soit su. Tu sais, il veut, lui, c'est comme s'il voulait se faire pardonner, je sais trop. En tout cas, il veut que ça soit révélé. Dans la deuxième nouvelle, L'origine des fonds, cette nouvelle-là, c'est tellement bien écrit, là. C'est l'histoire d'un parolier de chansons qui a fait beaucoup d'argent et qui arrive dans une banque, devant le banquier, dans une petite ville de province en France, et il lui dit « Je vais te laisser mes millions, mais tu dois écouter mon histoire. » Et là, il s'assoit et c'est un long monologue où il raconte son histoire. Et t'entends dans le banquier penser, puis il dit, bon, mais là, il peut-tu achever? Parce que là, moi, ma fille m'attend, il faut que j'aille la chercher. Et là, t'embarques tellement, là, que moi, j'avais tellement... je lisais vite pour arriver à la fin de l'histoire, pour libérer le banquier. En tout cas, je pense que la grande force, je le dis tout de suite, là, la grande force de ce romancier-là, c'est l'écriture. C'est la richesse de son vocabulaire, mais pas un vocabulaire trop savant, mais le jeu des mots. Je suis rarement sensible à ce genre de choses-là dans un roman, mais ça-là, c'est le genre, je le lisais, puis je disais, j'ouvrirais n'importe quelle page, puis je prendrais une phrase, puis vous trouveriez ça beau. C'est vraiment très, très bien écrit. Le parfum des femmes, c'est peut-être celui qui est le mieux écrit. C'est pas la nouvelle qui m'a plu le plus, mais c'est sans doute la nouvelle qui est la mieux écrite. C'est un parfumeur et tout gravite autour des mots d'odeur, de senteur, mais avec, en tout cas, c'est bon, vous n'avez pas idée. Et la dernière nouvelle, ça s'appelle L'aboyeur. Savez-vous qu'est-ce que c'est un aboyeur? Du tout. Alors, l'aboyeur, c'est le monsieur en complet qui annonce les invités lors d'une grande réception. Alors, monsieur et madame le duc de machin, monsieur et enfin, c'est un aboyeur. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Et moi, tout le temps que j'ai lu ce roman-là, je me dis, mais c'est un nouvelle, c'est
c'est un écrivain que je connais absolument pas. Et là, je pensais que c'était un Italien, c'est pour ça que je le connais pas, là, parce qu'on connaît moins, on connaît la littérature québécoise, française, mais non, c'est un Français archi connu qui a écrit de nombreux livres, qui a versé dans le cinéma, les scénarios. Il a travaillé avec Nicole Garcia, avec Claude Berry. J'ai eu honte, jamais j'avais entendu parler de lui, mais c'est très, très, très bon. Ah oui, ça, je vous le recommande. C'est vraiment là, un petit bonheur. Je fais mon mea culpa. Je ne le connais pas non plus. En tout cas, moi, je vais lire d'autres ouvrages de cet homme-là. Là. C'est vraiment très bien. OK. Bien, merci beaucoup, Monique. Alors, moi, je vais vous parler d'un livre d'Abla Faroud. Abla Faroud, c'est une romancière, une dramaturge qui est née au Liban en 1945. Elle a immigré au Québec avec ses parents en 1951. Elle a fait un petit peu un travail de comédienne à 17 ans. Elle a décroché de petits rôles à la télévision de Radio-Canada. Puis, elle est allée retourner vivre au Liban de 1965 à 69 et en France de 69 à 73. Par la suite, elle a fait des études en théâtre à l'Université de Vincennes à Paris. Puis, elle a obtenu une maîtrise en théâtre de l'Université du Québec à Montréal. C'est une dramaturge qui est très connue. Elle a écrit plusieurs pièces de théâtre qui ont été jouées dans différents endroits. Et son précédent roman, peut-être que ça vous dit quelque chose, Au grand soleil, cachez vos filles, qui est paru en 2017, a été finaliste au prix littéraire des collégiens. Donc, c'est quand même quelqu'un là, qui a écrit beaucoup. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, M. Lavergne. Elle dit qu'elle n'aurait jamais écrit si elle n'avait jamais senti la solitude qui vient avec l'exil. On écrit pour briser la solitude en cherchant à se comprendre soi-même et amener d'autres personnes à nous comprendre pour nous sentir moins seuls. Alors, je trouvais qu'il y avait un lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Le roman en tant que tel, et vous allez comprendre le terme Snorro, le personnage principal s'appelle Ibrahim Abou Snobara, alias Snorro. Alors, c'est un vieux et il est fou. On le rencontre dans sa chambre d'hôpital. Ça ne va pas te perdre nécessairement. Là. Non. On le rencontre dans sa chambre d'hôpital et il pense à ses 5 sœurs. Écrivaine, musicienne, présidente, doctoresse et madone. Et les titres correspondent à leur profession. Il dit, ces 5 sœurs sont aussi différentes et unies que les 5 doigts de la main. Alors, il dit, qu'est-ce qui va advenir d'elle quand je ne serai plus? Alors, son regard se porte sur ses réflexions. Naturellement, il est dans sa chambre d'hôpital et il n'a jamais fait ce qu'on attendait de lui, celui-là, le seul fils. Alors, ça pourrait nous sembler cruel, ça pourrait nous sembler, son regard, là, mais Snorro, c'est Snorro, puis il parle comme ça, puis il y a ces réflexions-là. Alors, il nous décrit ses réflexions au point où lui en est rendu et il nous rappelle, il nous parle de ses sœurs, mais comme il les sent lui. Et à un moment donné, là, il est inconscient, mais c'est comme s'il parlait encore. Alors c'est vraiment là, lui-même, en fin de vie, qui pense à tout ça. Cette histoire-là d'Abla Faroud, ça part d'histoire personnelle parce qu'Abla Faroud avait un frère qui est décédé maintenant. Son frère avait un problème de maladie mentale. Alors, elle voulait raconter un petit peu là, la douleur, puis tous les troubles que ça pouvait apporter dans la famille quand il y a quelqu'un qui est atteint de troubles mentaux. Puis je pense que c'est bien rendu. Abla Faroud écrit avec beaucoup d'humanité, mais beaucoup d'humour aussi. Parce que c'est quand même un sujet qui est quand même lourd, là, la vieillesse, la maladie mentale. Et il y a un message où Snorro là, parle d'une analogie entre un livre et l'humain. Un livre, c'est comme un être humain. Si quelqu'un le touche, le regarde, le lit, il revit. Il peut somnoler longtemps et se réveiller tout d'un coup dans le cœur, dans la tête de quelqu'un. Si on ne les brûle pas, les livres peuvent rester en vie pendant des siècles. Et je pense que dans sa réflexion, il voudrait
qu'il reste dans le cœur de ses sœurs, puis, etc. Alors, je trouve que cette écriture-là, elle est réaliste. Il y a des descriptions qui sont vraiment précises. Et Abla Faroud, vraiment, elle a une grande maîtrise là, du style littéraire, à mon avis, à moi. Là. Et par contre, quand j'ai commencé à lire le roman, je trouvais ça un peu déconcertant parce que on sait pas trop. Hein. Par la suite, on voit que c'est un vieux et fou. Mais au début, tu dis, ben voyons, là, c'est ambigu, exactement. Puis on sait pas trop ce qui se passe. Puis, mais à partir du moment où, là, on sent... il nous décrit ses sœurs. Là, on voit que c'est plus réaliste, c'est plus réel. Là, en tout cas, moi, j'ai plus embarqué. Puis j'ai vraiment aimé ça aussi. Là. C'est un livre très intéressant à lire si les thèmes de la vieillesse et de la maladie mentale ne nous rebutent pas. Parce que si on veut pas entendre parler de ça, c'est sûr que c'est pas un livre à lire là, pour personne. Alors, c'est ce que j'en ai ressorti et moi, c'est le premier livre que je lis d'Abla Faroud, mais je vais sûrement en lire d'autres parce que j'aime son écriture, j'aime son humanité puis tout ça. Alors, je vous remercie, monsieur, mesdames, ça a été une belle émission. On a eu de belles réflexions, oui, effectivement. Et justement, naturellement, je vais terminer en vous citant une phrase de Guillaume Musso, qui a écrit dans son roman « La vie secrète des écrivains », qui est paru en 2019. « La seule relation valable avec l'écrivain, c'est de le lire. » Alors, et comme Abla Faroud le disait, j'écris pour que les gens me comprennent. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine.